Quelle place pour les énergies renouvelables à horizon 2030? Tel est le thème de cette deuxième webconférence organisée à l'occasion de la sortie du supplément économique des 3 quotidiens du Béarn, La République, l'Éclair Pyrénées pour les rédactions de Pyrénées Presse représentées par Éric Dormand et puis le journal Sud-Ouest qui est représenté par Marie-Lila Vidal qui est ici même et qui va mener avec Éric cette nouvelle conférence qui a un thème donc plus large que la précédente que vous retrouvez également sur le site internet de la République des Pyrénées comme du journal Sud-Ouest. Car après la souveraineté énergétique du Béarn, spécifiquement, cette seconde conférence sera consacrée au développement des énergies renouvelables en général. Il faut dire que le Béarn n'a pas attendu ces dernières années pour développer les renouvelables, puisque la puissance des cours d'eau est utilisée depuis plus d'un siècle pour produire de l'électricité, et que la dernière table ronde a rappelé à quel point le mix énergétique était au cœur même du développement de ce territoire depuis de nombreuses années. Mais depuis 15 ans, on observe une accélération, une diversification des projets, que ce soit dans le solaire, dans le biogaz ou bien dans la production de carburant. Alors, à l'heure où les parlementaires discutent en ce moment même d'un projet de loi sur l'accélération des renouvelables, ce soir, nous souhaitons savoir si en Béarn aussi, on pouvait voir fleurir de nouveaux projets et de quelle façon tout cela allait pouvoir s'inscrire dans le calendrier des années à venir. L'horizon 2030, Éric Dormand a été choisi. Ça pourrait être celui-ci. On aurait pu dire 2040, 2050. Chacun bâtit finalement ses projets avec son propre calendrier, mais on sent bien que les choses s'accélèrent et c'est d'ailleurs au cœur des principales interviews que vous avez recueillies dans le supplément éco qu'avec l'ensemble des rédactions de Sud-Ouest et de La République, vous avez co-signé. Oui, alors on s'est intéressé, disons, à l'actualité. Il y a une actualité internationale, géopolitique, et on a voulu décliner ça localement, puisqu'on parle beaucoup des thèmes énergétiques. Donc l'idée pour nous, au sein des rédactions de Sud-Ouest, La République, l'Éclair, c'était un peu de mettre la focale sur le Béarn et sur les productions d'énergie en Béarn. Alors, comme vous l'avez rappelé, il y a évidemment la production traditionnelle de l'hydroélectricité qui existe là, qui est là depuis 120 ans, mais le gaz était là depuis 70 ans et on voulait savoir un peu ce que nous réservait l'avenir. Donc on a choisi 2030, ça aurait pu être 2050, mais bon, 2030 c'était pas mal, donc on est resté là-dessus. Alors pour dialoguer autour de ce sujet, plusieurs personnalités sont présents parmi nous. Le président directeur général de Terega, tout d'abord, Dominique Maucly, prenez le micro, je vous en prie. Vous êtes un acteur majeur des infrastructures de transport, de stockage de gaz en France et en Europe. Je mets même un coup de surligneur là sur le et en Europe au regard de l'actualité de façon tout à fait volontaire. On a pour beaucoup les yeux tournés vers des acteurs comme vous. Aujourd'hui, vous diriez que l'actualité internationale nous oblige à penser un petit peu différemment, de façon plus accélérée à ces questions que par le passé? Alors en fait, l'actualité internationale, ce qu'elle remet au devant de la scène, c'est la façon dont on s'approvisionne en énergie au sens large. Alors effectivement, les tables rondes mettent l'accent sur la production locale, et il y aura beaucoup de production locale demain, parce que ça participe au fait qu'on ait un système qui soit un système solide, mais elle remet aussi cette actualité géostratégique au cœur de nos problématiques d'approvisionnement, l'endroit où sont produites les énergies qu'on utilise et qui sont compétitives à la fois dans les mix énergétiques, pour l'industrie, pour nos consommations, etc. Et donc, on est obligé de tout repenser. Et c'est pour ça que ça accélère. Ce qui accélère, c'est pas l'instant, c'est que tout à coup, on se dit, oula, on va bousculer des équilibres qui sont des équilibres établis depuis longtemps. Et puis, donc ça, c'est la géostratégie, mais la géostratégie, elle est elle-même percutée par le changement climatique. Et le changement climatique, ça nous force à repenser quelle est l'énergie qui est l'énergie intelligente à utiliser. Et ça, à nouveau, ça bouscule les flux. Et c'est ça qui accélère. Ces deux éléments sont essentiels pour notre réflexion sur le territoire, pour les réflexions qui sont des réflexions nationales, et au-delà de ça, bien évidemment, sur les grands acteurs qui nous fournissent tout ça aujourd'hui. Alors justement, parce que vous parlez de grands acteurs qui ont un rôle à jouer, je vais donner le micro à Céline Vautrel, directrice d'Enedis, principale gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en France. Vous gérez plus particulièrement le réseau basse et moyenne tension sur 95% du territoire, 37 millions de clients au niveau national. Mais puisque l'on parlait d'acteurs, on va essayer de resituer, parce qu'on va essayer d'être très pédagogique, ce qu'est Enedis. Dans la chaîne, on a parlé des producteurs, on a parlé des transporteurs, on parle de distributeurs également. C'est là que vous intervenez. Oui, tout à fait. Enedis, en fait, c'est le service public de distribution de l'électricité. Donc ça a été évoqué tout à l'heure.
le réseau le réseau, de distribution, il n'appartient pas à Enedis. Par contre, nous l'entretenons, nous le gérons, nous le développons, nous raccordons aussi tous les nouveaux producteurs et les nouveaux usagers au réseau de distribution dans le cadre d'un réseau qui est à la fois interconnecté au niveau national et en même temps qui est géré à la maille locale avec des acteurs locaux. L'actualité, nous en parlerons tout à l'heure, et les questions qui vont vous être posées. Permettez-nous d'accueillir François Migignac, vous êtes le nouveau directeur général adjoint du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, aux côtés de Paul Caride, le directeur général, de Frédéric Leclerc, également directeur général adjoint. Vous avez en charge, depuis votre arrivée sur ce territoire, les directions réseau de proximité, marketing immobilier, technologie, opération à la clientèle et c'est là où je mets le coup de surligneur, finance, énergie. Pourquoi ce sujet est aussi primordial pour un acteur comme le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, et ce depuis de nombreuses années? Parce que j'indiquais que vous venez de rejoindre la caisse régionale, mais cette caisse régionale fait partie de celles qui ont investi dans des structures tout à fait dédiées à cette problématique énergétique. Oui, alors vous avez tout à fait raison. Cette aventure dans les énergies renouvelables, elle a démarré en 2009 pour notre caisse régionale. Donc ça fait bientôt 15 ans. Et elle a démarré sous l'effet à la fois d'une vision et d'une conviction, celle que la capacité des territoires à développer des énergies renouvelables allait non seulement, bien sûr, avoir des retombées économiques, on en a largement parlé lors de la première table ronde, mais aussi elle allait contribuer à l'attractivité des territoires. Et c'est cette conviction-là qui fait que, en tant que partenaire bancaire, à notre niveau, humblement mais avec beaucoup de détermination, depuis 2009, nous sommes dans cette démarche-là. Marie-Lila Vidal, vous allez poser la première question à un acteur qui, je vous préviens, est un incontournable de ce territoire. C'est Pierre Nagar-Arian, je ne l'ai pas encore présenté, donc je termine par lui ce tour de table. Alors, c'est un acteur incontournable pour plusieurs raisons. La première, c'est que là, factuellement, c'est le président du GIP Chempark, dont je rappelais qu'il a été créé il y a maintenant de nombreuses années. On est en 2003, lorsque le GIP a vu le jour. C'est une structure juridique qui a une particularité, c'est celle de fédérer un très grand nombre d'acteurs au sens très large du terme, à la fois de la petite TPE-PME qui est au cœur de l'association Lac Plus, à évidemment tous les acteurs représentants de l'État qui travaillent depuis de nombreuses années sur les sujets de réindustrialisation sur ce bassin de lac, et qui a creuser les pistes de l'attractivité des nouvelles énergies depuis de très nombreuses années, je vais y arriver. Et puis, Marie-Lila, c'est avant cela, dans sa vie antérieure, un acteur qui, au niveau international, a observé l'évolution de ce qu'est aujourd'hui l'énergie ou le mix énergétique au travers de ses précédentes fonctions. Mon cher Père Nagar-Arian, vous confiez aux questions de Marie-Lila. Vous imaginiez, il y a 20 ans, 30 ans, qu'on parlerait de transition énergétique comme on le fait maintenant, alors que vous étiez un acteur engagé dans une firme qui s'appelait alors, pas Total Énergie, mais les noms précédents? Vous imaginez qu'on parlerait de mix énergétique de cette façon en 2022? J'étais, il y a 2 heures, avec 4 directeurs du site de Lac, donc mes prédécesseurs. Et on avait cette réflexion sur ce qu'était Elf Aquitaine il y a 40 ans ou 50 ans, avec un certain nombre de responsables qui se posaient la question à l'époque de quel avenir on voit pour Lac. Et donc, pour répondre à votre question, il est clair qu'on n'avait pas vu venir cette évolution. Ça, c'est clair. Et ça demande d'abord beaucoup d'humilité, et ça demande beaucoup de force et de réactivité pour s'adapter aux situations qui se présentent, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Marie, la première question, je vous en prie. Alors vous le disiez, vous aviez quand même eu l'intuition, pas, de ces énergies renouvelables, que vous alliez prendre un jour ce virage? Alors, après, il faut... je vais revenir à 3 mots-clés, parce qu'il y a 10 ans exactement, je prenais la direction de Chempark. Et les 3 mots qui me viennent quand je pense à ces 10 années écoulées, c'est oser, croire et donner. Et oser, c'est vraiment le mot qui me vient en premier, parce qu'il a fallu à certains moments sortir un peu de notre cadre habituel et avoir une réflexion,
Alors cette réflexion, on l'a eue avec mon directeur général, Patrice Bernos, que je tiens à saluer, et nous avions l'idée de bousculer un peu le paysage et de réfléchir à comment il fallait mettre en place ces nouvelles énergies, comment y travailler. Et cette transition énergétique, c'est vraiment l'objectif qui est venu quand le groupement d'intérêt public a réuni l'ensemble des membres. On a parlé de l'État, on a parlé des collectivités locales, on a parlé des industriels, des chercheurs, des syndicats, et on avait regroupé tous ces gens, et ensemble, on a essayé d'élaborer cette stratégie. Alors Pierre, vous parlez justement d'une stratégie née il y a 10 ans. Alors ces 10 dernières années, on a vu arriver du biogaz avec la centrale BioBéarn qui est à Mourinx. Il y a du solaire avec les centrales de Pardis. On sait qu'il y avait déjà, c'est d'ailleurs grâce à vous, à Bengoa qui s'était installé pas très loin d'ici pour faire des biocarburants. Quelles sont les prochaines étapes? Qu'est-ce qu'on va arriver comme production d'énergie, on va voir arriver comme production d'énergie verte ces prochaines années? Parce que ça fait bien un jour qu'il n'y a pas eu d'annonce donc, sur le bassin de Lac. Donc il faut arriver à sortir quelque chose, Pierre. On est dans une phase d'annonce, effectivement. Mais cette phase d'annonce, elle a été précédée par des phases de réflexion, de travail. Les annonces qui ont été faites tombent à peu près en même temps, mais derrière, il y a beaucoup de travail. Il faut remercier les équipes qui ont travaillé. Et donc, en termes d'énergie à venir, on essaye de regarder le spectre le plus large. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour l'hydroélectricité, par exemple. Je pense que le Béarn est un lieu où on a quelques grandes centrales hydroélectriques, mais je pense qu'il y a des tas de choses à faire sur l'hydroélectrique. Donc ça, c'est un vaste sujet qui est loin d'être facile à traiter, mais c'est une voie que je conseillerais aujourd'hui. Alors, chez nous, l'éolien, ça ne marche pas terrible, mais je pense que le biogaz, il y a des choses à faire et à développer. Et puis, on va, pour développer, par exemple, de l'hydrogène pour demain, il faut aussi beaucoup d'énergie électrique pour créer pour avoir ce vecteur hydrogène. Et donc, il y aura probablement des réflexions pour qu'on ait en Béarn beaucoup d'énergie électrique disponible, beaucoup de mégawatts pour faire ces nouvelles énergies. Et ça peut amener à des réflexions qui vont nous obliger à avoir un peu d'audace pour le futur. Et quand j'entends parler pour certains projets de 500-600 mégawatts, on peut presque penser à des mini-centrales nucléaires dont on peut avoir besoin demain. Je vais me tourner vers Céline Vautrel. Chez Enedis, vous êtes bien placé pour constater ce développement, puisque vous gérez les raccordements des nouvelles installations au réseau public. Est-ce que vous diriez que le territoire est un bon élève pour les renouvelables? Alors, il ne m'appartient pas de distribuer des bons points ou des mauvais points, mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que l'ensemble de la production d'électricité dans le Béarn, c'est une électricité renouvelable à 100%, avec une part de l'hydraulique, on l'a évoqué, qui est assez importante, 54% de l'énergie produite est produite sous la forme d'hydroélectricité, et 40% c'est du photovoltaïque. Donc c'est dire que la prégnance en fait, des énergies renouvelables est très forte dans le Béarn. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on est sur une dynamique très forte. Cette dynamique, on la constate à travers l'évolution du nombre de sites de raccordement, par exemple, de production depuis 10 ans, puisqu'il a quasiment triplé en 10 ans, ce nombre de producteurs. On a à peu près aujourd'hui 5500 producteurs dans le Béarn. Pour plus de 90%, ce sont des producteurs photovoltaïques. Mais c'est dire, et on était à 2000 il y a environ 10 ans. Donc c'est dire à quel point cette dynamique est forte. Et puis ce que je peux dire aussi, ça a été évoqué lors de la table ronde précédente, c'est qu'on est sur un vrai territoire d'innovation avec des projets qui sont multiples, sous des formes très différentes et qui sont aussi pilotés à l'initiative d'acteurs très très différents. On a parlé tout à l'heure de l'installation d'ombrières, mais on peut aussi parler de projets autour de panneaux photovoltaïques flottants sur les lacs d'irrigation, qui marquent aussi le territoire. On voit en fait éclore de différentes façons des projets tout à fait intéressants, et ça va continuer, indiscutablement.
Monsieur Bocli, vous, c'est dans le gaz que vous œuvrez à la tête de Teréga, transporteur et stockeur de gaz. Madame Vautrel parlait des raccordements électriques qu'elle gère avec Enedis. Est-ce que vous constatez également dans les projets de méthanisation de nouvelles unités, de ce qu'on appelle de production de gaz vert, une forme d'accélération de nouveaux projets ? En fait, on a constaté une accélération forte qui a été illustrée tout à l'heure dans la table ronde précédente. Rien que pour Teréga, quand je suis arrivé donc en 2016, il y avait 0 raccordement d'installation de biométhane sur le réseau. Aujourd'hui, on en a 7. Et des grosses, dont BioBéarn en particulier, qui va injecter beaucoup, puisque c'est de l'ordre de 2000 normomètres cubeurs de gaz injecté. Et comme on l'a dit, c'est l'équivalent de la consommation de 14 000 personnes dans les foyers locaux, etc. Donc on a effectivement une accélération. Cette accélération, elle se confirme. Et on va en même temps, puisqu'on se projette un tout petit peu à l'horizon 2030, passer à d'autres technologies. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va consolider ce qui se fait en matière de digestion finalement des déchets agricoles ou des déchets directement disponibles. Demain, on va aussi passer à une autre technologie qui est la pyrogazéification, c'est-à-dire en fait la consommation de déchets qui sont de nature biomasse aussi, donc ça peut être du bois, etc. Mais l'avantage de ces technologies-là, qu'on appelle un petit peu la biométhanisation de deuxième génération, c'est qu'on peut faire soit du méthane, soit de l'hydrogène. Et donc on commence aussi à se projeter au travers de ces gaz dans les gaz de type biométhane et dans les gaz de type hydrogène. Alors pour répondre à votre question, oui, on voit une accélération. Et deuxièmement, la grosse différence qui existe par rapport à il y a quelques années, c'est que maintenant on a une législation qui incite au raccordement. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un projet, ce projet, il doit injecter son gaz dans les réseaux et en même temps, il est aidé pour faire cette injection. Une grande partie des coûts de raccordement sont supportés par la collectivité. Ce n'est pas une péréquation, mais en tout cas, c'est un beau partage de rôle entre la collectivité et ces projets qui sont des projets locaux. Vous parlez de législation, donc on sait justement qu'il y a un projet de loi qui s'appelle dit d'accélération des renouvelables qui est en discussion actuellement au Parlement, là, qui arrive à l'Assemblée nationale cette semaine. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez justement pour continuer à accélérer les projets que vous accompagnez, que vous soutenez ? Oui, tout à fait. Alors, il y a tout ce qui est contenu dans la loi, et au départ, la loi ne contenait pas grand-chose sur le biométhane, donc elle s'est enrichie en tout cas de quelques éléments intéressants. Ce qu'il faut bien voir, l'élément crucial que tous les producteurs attendent autour du biométhane, c'est ce qu'on appelle les CBP, c'est justement les certificats de production de biométhane. Le jour où on sera capable d'identifier et de gérer la production de biométhane avec ces certificats, ça permettra à tout le monde de dire qu'en fait, il consomme du gaz vert, il achète du gaz vert et ça aura une vraie valeur. C'est ça qui va servir de courroie d'entraînement aux productions et finalement à la diversité des gaz et à la reconnaissance des gaz verts par rapport aux autres gaz. Voilà. Donc c'est ça l'élément clé qu'on attend pour les quelques mois qui viennent et qui vont permettre à la dynamique de la filière de s'envoler. L'autre élément qui est malheureusement lié à la crise, c'est que pendant de nombreuses années, on a dit que les gaz verts sont des gaz qui sont beaucoup plus chers que le gaz naturel. Aujourd'hui, ils sont moins chers que les gaz naturels. Donc tout naturellement aussi, la filière va être entraînée par ça. On va continuer à faire le tour des différentes possibilités et des conseils, Marília, des convictions des acteurs qui sont présents ici même au travers de leur choix d'investissement. Absolument. François Migignac, au sein du Crédit Agricole, vous avez une filiale, Capgène. Elle développe aussi des projets renouvelables jusqu'à produire la consommation de 390 000 personnes. C'est la population du Béarn. C'est quoi l'objectif suivant ? 680 000, les Pyrénées-Atlantiques ? Au moins, et même certains matins, quand je me laisse emporter par l'enthousiasme de la personne qui vient d'arriver sur le territoire, je me dis, mais on pourrait couvrir aussi les 2 autres départements que nous avons en charge, le Gers et les Hautes-Pyrénées. Mais bon, la réalité aussi se rappelle à nous. On l'a dit tout à l'heure, l'aventure, elle a commencé en 2009 et elle a vocation, chacun le dit ce soir, l'exprime, à s'amplifier, à accélérer parce que l'actualité est là, parce que le contexte législatif est là, réglementaire est là. Ce qui nous drive aujourd'hui au quotidien, c'est d'abord un statut de premier financeur des énergies renouvelables sur le territoire. Et donc là, on est sollicité par des demandes qui vont croissantes. Il faut répondre à cette demande-là. Mais ce qui nous
nous guide aussi, c'est nos liens, on l'a dit plusieurs fois, c'est notre lien intime, historique avec l'agriculture. Et donc, on a besoin de foncier, on a besoin de terrain, on a besoin aussi d'accompagner la transformation de l'agriculture sur ces sujets-là. Et puis, accessoirement, nous sommes nous sommes une banque qui a aujourd'hui 650 000 clients sur le territoire. Et il y a 650 000 besoins, j'ai envie de dire, 650 000 demandes régulières d'informations, de diagnostics, de conseils, de financement. Donc oui, nous allons continuer. Et nous allons continuer à le faire en étant, bien que banque régionale de plein exercice, adossé à un grand groupe, le Crédit Agricole, présent largement sur le territoire et à l'international, qui a annoncé ses ambitions sur le sujet aussi et qui est en train de créer une structure Crédit Agricole Transition énergétique. C'est vous dire si l'ambition de servir en besoin d'énergie l'ensemble des habitants du territoire, elle est au cœur de notre stratégie. Éric Normand, vous vouliez parler, je crois, également d'hydrogène. Oui, alors je voulais à nouveau interroger M. Maucly, puisqu'il y a une énergie dont tout le monde parle, tout le monde va en faire, hein, on lit partout des articles dessus, c'est l'hydrogène. Nous, les profanes, on a un peu de mal à cerner son potentiel et ses usages. Et vous, chez Terega, vous avez quand même des projets autour de l'hydrogène. Alors, je me souviens qu'on a parlé par le passé tous les deux du projet que vous aviez à Carrez-Cassabé, de la dorsale d'hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce serait une énergie d'avenir ? Alors, d'abord, l'hydrogène, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein d'industries qui fonctionnent avec de l'hydrogène, mais cet hydrogène, il est produit à partir du méthane. Et donc, malheureusement, dans cette production, par réformage, on émet du gaz carbonique. Donc, on pollue. Et donc, la première utilisation de l'hydrogène dans l'industrie demain, ça va être pour remplacer l'hydrogène carboné d'aujourd'hui. Et donc, tout naturellement, en fait, il y a un marché qui existe. Après, il faut qu'il soit produit, cet hydrogène, dans des conditions qui soient des conditions économiquement rentables pour les industriels qui vont les utiliser. Donc, on n'est pas en train de parler d'une molécule nouvelle. On est en train de parler d'une molécule qui existe, qui est utilisée. Je vais vous donner deux autres exemples. Qui utilise de l'hydrogène pour la mobilité ? Le spatial. Les fusées qui s'envolent, elles sont propulsées à l'hydrogène. Autrefois, les piles à combustible, c'était des moyens qu'on mettait sur les satellites pour pouvoir avoir de l'électricité produite alors qu'on n'avait pas de source qui était de la source qui permettait de fournir de l'électricité directement. Dans les sous-marins, on a utilisé les piles à combustible pour fabriquer de l'électricité dans une atmosphère qui est une atmosphère dans laquelle il n'y a pas d'atmosphère. Donc l'hydrogène, c'est vraiment un composé qui est un composé qui existe, qui est maîtrisé. Maintenant, il y a un passage à l'échelle qui est nécessaire pour faire passer la production d'hydrogène vert, c'est-à-dire à partir d'une électricité qui est une électricité renouvelable, à des productions d'hydrogène en quantité. À quoi servira cet hydrogène à l'horizon 2030 ? En 2030, vous aurez de l'hydrogène, bien évidemment dans l'industrie, je l'ai dit, pour les procédés chimiques. On n'est pas sur de l'électricité, on est donc sur un vecteur énergétique ou un vecteur chimique qui sera utilisé pour remplacer un vecteur existant aujourd'hui, mais qui n'est pas produit de façon verte. La deuxième utilisation que vous aurez, ce sera pour la mobilité. Vous l'aurez pour de la mobilité lourde, c'est-à-dire en fait, c'est un véhicule électrique qui sera mu non pas par une pile qui est une pile au lithium, mais par une pile à combustible, c'est-à-dire qui combinera l'hydrogène et l'oxygène de l'air pour fabriquer une électricité. Et puis ensuite, vous l'aurez utilisé, vous le verrez aussi apparaître dans des systèmes d'équilibrage de réseaux électriques. C'est-à-dire qu'un réseau électrique, ça fonctionne par de l'énergie push, et il y a une question de comment est-ce que je stocke l'énergie électrique à l'instant où je l'ai produit si j'en ai pas besoin. Eh bien, une des solutions sera de transformer cette électricité en hydrogène et ensuite de réutiliser cet hydrogène pour produire l'électricité au moment où on en aura besoin. Et c'est ça, quand on se projette entre 2030 et 2040, qui seront les utilités de cet hydrogène. Et n'ayez pas de crainte, il y aura tous les dispositifs qui permettront de le produire en sécurité et ensuite de l'utiliser en sécurité. Et puis le dernier message que je veux faire passer, parce qu'il y a plein de messages, les gens ils me disent « Ouais, mais on consomme de l'eau, c'est pas bien. » Oui, on consomme de l'eau, mais on produit de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, une pile à combustible, quand ça fonctionne, ça reprend de l'hydrogène, ça le mélange avec de l'oxygène et ça reproduit l'eau. Donc on n'est pas sur une économie ouverte dans laquelle le bilan de l'eau, en fait, serait négatif.
Alors c'est un petit peu magique, la pile à combustible et l'électrolyse. En fait, effectivement, l'élément qu'il faut à l'entrée, c'est de l'électricité. Ce qui veut dire de l'électricité solaire, renouvelable, etc., voire nucléaire. C'est ce qu'on appelle l'hydrogène décarboné, c'est-à-dire qui est produit à partir d'une électricité nucléaire. Mais enfin, ça fera partie du mix énergétique de demain. Monsieur Nergararian, je me tourne vers vous. L'hydrogène vous intéresse aussi, je crois. Comment le bassin de Lac souhaite se positionner sur cette filière ? C'est une vaste question. On aurait pu poser la question à d'autres personnes ici, parce qu'on est tous concernés par cette question. Je ne vais pas vous apporter une réponse tout seul, c'est une réponse commune. On réfléchit avec Teréga, on réfléchit avec Total Énergie, on réfléchit avec les grands acteurs pour répondre à cette question. Moi, j'ai un peu tendance à vous répondre, allons-y step by step, comme je dis, jusqu'en 2030. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une vision sur là où on veut aller, et après, il faut réfléchir ensemble aux meilleures façons d'y aller. L'énergie, on parle beaucoup, on a besoin de décarboner aussi notre énergie, c'est évident. Je me rends compte que, par exemple, les gens d'Élise qui nous ont contactés, dans leur réflexion sur le côté maritime, par exemple, pour avoir des carburants qui sont adaptés aux moteurs actuels, ils ont cette idée d'avoir de l'hydrogène vert qu'on produit à partir du nucléaire, puisque l'énergie viendra, s'il s'installe chez nous, et elle viendra de la centrale de Golfech. Voilà un exemple. Et d'ailleurs, au passage, je tiens à dire que si on a cette énergie disponible, c'est parce que le réseau RTE est fait de telle manière que nous avons une capacité de 4 à 500 mégawatts. Alors, ça demandera quelques adaptations, mais on est un des seuls territoires en France à avoir cette réserve d'énergie. Et ça, c'est très important. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle on peut accueillir ces projets. Mais donc ce projet dit méthanol, c'est du méthanol, donc ça servira dans les moteurs des bateaux, par exemple, également dans l'industrie, mais dans les moteurs des bateaux. C'est une chose qui n'était pas forcément imaginée et prévue, mais donc on va reconstituer le méthanol à partir d'hydrogène, et en captant le CO2 qui sort des fumées de l'usine de Lac. Donc voilà un cycle vertueux qui combine la décarbonation et une énergie et un carburant qui est un carburant du futur. Voilà un exemple. Je pourrais donner, on parlait du bioéthanol. Ça sera la première traduction industrielle locale d'hydrogène. Absolument. Absolument. Donc c'est un projet qui va faire changer le bassin de Lac de dimension. Qui va faire changer de dimension. Alors, quand je regarde le bassin de Lac, il y a 10 ans, quand on parlait de projet, quelque chose qui a été dit par Patrice Laurent et qui est très important, et il fallait oser, je parlais le mot oser, il fallait oser racheter toutes ces friches industrielles à un moment où l'intérêt de ces friches était pas évident. Donc voilà une façon d'avoir de l'audace et d'avancer. Et c'est parce que ces décisions ont été prises en commun qu'on a été capable d'accueillir des petites entités derrière et qui font qu'on a eu des projets sur ces 10 dernières années entre 20, je dirais, et 100 millions d'euros. La nouvelle façon d'oser, c'est de se retrouver aujourd'hui dans la dizaine d'années qui vient avec des projets qui seront beaucoup plus capitalistiques parce qu'ils vont mettre en jeu des molécules qui demandent beaucoup d'énergie d'une part et puis des moyens importants. Et c'est le projet Élise avec le projet méthanol. On parle de 350-400 millions d'euros. Et on a d'autres projets dont on vous parlera plus tard, mais qui vont s'inscrire d'ici 2030. Un dernier mot, sans être trop long. On parlait du bioéthanol. Alors, il y a eu le bioéthanol de première génération. Il faut que vous sachiez qu'on a en tête un projet de bioéthanol de deuxième génération qui ne sera en aucune raison qui sera compatible avec le... Il n'y aura pas de compétition avec le côté nourriture humaine. Et donc ça, c'est alimentation humaine. Voilà des sujets qui sont d'actualité, qui vont demander de l'énergie, qui vont demander de l'audace, mais vers lequel on va en 2030. On va continuer à avancer sur ce sujet. Juste un mot, le step by step qui a été employé, l'expression employée par Pierre Nergararian de Imocli. Vous partagez cette analyse ? Oui, on partage le step by step parce que d'abord, il y a un certain nombre de ruptures technologiques ou industrielles qu'il faut franchir et c'est bien de les faire étape par étape.
Et nous, on se focalise, notre première étape, elle s'appelle sobriété et décarbonation. D'ailleurs, avant même que de passer aux nouvelles productions, essayons déjà d'utiliser toutes ces molécules dans les procédés existants à des échelles qui permettent, dans les années qui viennent, de décarboner au maximum. Allez, on continue à avancer parce que le sujet est un petit peu est vaste, évidemment. Mais il y a un sujet qui touche notre chantier, c'est celui de la mobilité. Oui, alors ça, c'est une question pour Céline Vautrel. Hein. Donc là, avec Pierre Lagararia, on était à l'horizon 2030. Là, on va revenir un peu plus près de nous, celui de la mobilité électrique, du développement d'un parc de bornes pour les voitures électriques. Vous, dans nos colonnes, dans le supplément éco, l'interview que vous nous avez accordée, vous parlez carrément de plan Marshall. Là, on n'est pas step by step, c'est plan Marshall. Oui, c'est vrai que quand on parle de transition énergétique, pour Enedis, il y a faut parler bien près du micro. Oui. Quand on parle de transition énergétique, pour Enedis, on a 3 défis majeurs. On a évoqué le premier autour du raccordement des énergies renouvelables. Et c'est clair que l'hydrogène, ça passe en effet, si on veut décarboner l'hydrogène, par des sites de production photovoltaïque pour faire l'électrolyse de l'eau. Quand on parle de décarboner l'ensemble des usages, on peut parler du chauffage, on peut parler de la mobilité également, on voit que de toute façon, quand on regarde des scénarios à 2050, donc projetons-nous encore un peu plus loin, l'hypothèse qui est faite, c'est que par rapport au total de consommation d'énergie consommée globalement, on passerait de 25% aujourd'hui à 55%. Donc dans tous les cas, même si tout le monde est très exemplaire en termes de sobriété énergétique, il faudra plus d'électricité. Donc ça, c'est un enjeu. La capacité à produire davantage d'énergie renouvelable. Il y a un deuxième enjeu, c'est celui de mettre à disposition toutes les données qu'on a avec les compteurs communicants pour contribuer à la sobriété énergétique. Ce n'est pas le sujet précisément du jour, mais ça nous anime profondément pour contribuer en fait à ça et à ce que tout le monde, qu'il soit consommateur ou collectivité locale ou entreprise, utilise ces données pour orienter vraiment ses choix d'investissement ou ses éco-gestes. Et le troisième sujet, c'est la mobilité électrique. Et c'est certainement, vu de nous, le défi le plus fort. Parce que passer de 900 000 véhicules électriques ou hybrides rechargeables aujourd'hui à 17 millions dans 10 ans, ça passe par des enjeux considérables en termes de raccordement. 17 millions en France. Hein. En France, oui. C'est les prévisions aujourd'hui qu'on nous communique. Oui. Et auxquelles on doit se préparer. Ça veut dire, si on revient à l'échelle du territoire du Béarn, que, alors il y a le fait d'avoir des bornes de recharge publiques. Ça a été évoqué lors de la précédente table ronde avec un schéma directeur dont s'occupe Territoire d'énergie. Il y a le fait d'équiper toutes les aires de service des autoroutes pour les grands déplacements. Ça, dans le Béarn, on en a 2 et elles sont équipées de bornes de recharge rapide, c'est fait. Mais il y a aussi et surtout le fait que la réalité, c'est 90% des gens qui roulent avec un véhicule électrique ou rechargeable, hybride rechargeable, rechargent leur véhicule à leur domicile. Or, ça va passer par le fait d'équiper les 4000 immeubles qui disposent de parking dans le Béarn, qui ne sont pas aujourd'hui équipés de bornes de recharge. Et on estime en fait que, en termes d'équipement des infrastructures, en fait, qui permettront à chacun des propriétaires de pouvoir avoir accès à sa borne de recharge, ça va faire beaucoup de travail pour nous. D'autant plus qu'un arrêté est paru, un décret de loi est sorti, on attend l'arrêté en début d'année, qui permettra aux copropriétaires, aux syndics, de choisir entre le fait de passer par un opérateur privé pour réaliser cette installation ou de passer par Enedis avec un système de préfinancement de l'installation, en fait, donc ce qui va permettre d'alimenter l'ensemble des places de parking. Et on imagine que ce sera une des solutions qui sera retenue parmi celles au choix. Et oui, et donc c'est des équipements importants et c'est derrière le raccordement de chacune des bornes de recharge. Donc à la maille du Béarn, vous voyez, pour 4000 immeubles, c'est peut-être 2000 installations à réaliser pour Enedis. Et c'est 8000 branchements par an, potentiellement, en raccordement des bornes de recharge. Donc oui, c'est un défi. Oui. D'ici 2030. Oui, 8000 raccordements de bornes de recharge avec tous ces équipements. Donc c'est pour nous un défi important. Alors on s'y prépare, bien sûr. On a revu notre programme d'investissement à la hausse, significativement, au niveau d'Enedis.
Donc c'est pour Enedis 96 milliards d'euros qui ont été estimés à l'horizon de 2040 pour pouvoir accompagner ça, et aussi l'enjeu de réduire les délais de raccordement pour être au rendez-vous des attentes de tous ceux qui voudront aussi s'inscrire dans la transition énergétique. Alors j'ai une petite question à vous poser justement sur toutes ces bornes qui vont fleurir et donc compléter le parc actuel. Est-ce que le frein au développement de l'usage de la voiture électrique, au-delà, puisqu'on a beaucoup un temps parlé de l'autonomie des voitures qui pouvait, disons, ne pas encourager certains à acheter une voiture électrique, est-ce que le frein aussi, c'est pas la multiplication des opérateurs de bornes, justement, qui oblige les automobilistes à avoir 5 ou 6 cartes d'abonnés pour avoir accès aux bornes? Alors ça, je ne suis pas vraiment la mieux placée pour répondre à ça, mais la question de la lisibilité, en fait, pour l'ensemble des personnes qui s'intéressent à ce sujet, elle est en effet importante. Et ce que j'évoquais à l'instant autour de la possibilité de simplifier le processus pour les syndics de copropriétaires, par exemple, pour faire face à cette envie d'équiper les parkings dans les immeubles, ça fait partie des enjeux. Et je pense que là, il y a justement un dispositif qui doit permettre de clarifier les choses et d'offrir une solution alternative à tous ces opérateurs privés, en passant par un acteur de service public qui fera, qui plus est, le préfinancement de l'opération. On parle justement de financement, parce que derrière, évidemment, tout ce que vous venez de citer, il y a l'enjeu technique, il y a l'enjeu humain, il y a l'enjeu d'investissement pour Enedis, mais il y a aussi l'enjeu de financement, d'investissement pour l'ensemble des acteurs, particuliers, entreprises, qui sont liés. Mais cela dit, ce n'est pas que le seul métier du Crédit Agricole que de répondre à la question du financement. Effectivement. Donc François Mégignac, avec Capgen, vous développez un nouveau métier, celui de la sobriété énergétique. Alors déjà, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Et est-ce que c'est une activité qui est complémentaire en fait de la production Et vous imaginez sur un CV, vous faites quoi dans la vie? Je fais sobriété énergétique. Je suis ingénieur en sobriété énergétique. Vous imaginez ça nous permet de recruter des nouvelles compétences, j'y reviendrai tout à l'heure. Oui, c'est un nouveau métier, mais qui s'interpénètre complètement avec le métier de producteur d'énergie que nous avons déployé depuis maintenant des années. Alors nous sommes financeurs, évidemment, nous sommes investisseurs aussi. Capgen investit dans des parcs de centrales photovoltaïques, hydroélectriques, dans des champs éoliens aussi. Mais nous avons pris le virage, là, ces derniers mois, d'aller vers la sobriété énergétique. Alors l'actualité nous rattrape, bien sûr. Et cette démarche de sobriété énergétique, elle est très humblement en réponse à des questions, là aussi, de nos clients, qu'ils soient particuliers, qu'ils soient entreprises, professionnels, et qui s'interrogent sur la performance énergétique de leur logement, de leur immeuble, de leur bâtiment d'exploitation. Donc, effectivement, nous avons investi ce champ-là avec des expertises que nous recrutons pour déployer une démarche à la fois de conseil, à la fois de travaux aussi, de diagnostic, de travaux ensuite. Et Capgen est notre fer de lance sur cette démarche-là. On y croit beaucoup. Ça nous permet, comme je le disais, à la fois de répondre aux besoins, aux attentes de nos clients, du territoire en général. Ça nous permet aussi de créer de nouveaux emplois ici sur le territoire. Ça nous permet également d'enrichir nos emplois historiques, parce qu'aujourd'hui, dans vos agences bancaires, vos conseillers... Alors aujourd'hui, c'est peut-être un peu prématuré de dire ça, on est en pilote depuis quelques mois, mais on va dire demain, vos conseillers seront en mesure effectivement d'avoir avec vous un discours qui ne porte pas que sur la technique de financement, mais aussi sur l'accompagnement du projet. Voilà. Donc Capgen est aux côtés des conseillers en agence, cet aiguillon qui permet d'éclairer un petit peu la suite et d'ouvrir un nouveau champ d'activité. Merci en tout cas, on va aller vers la conclusion de cette table ronde. Merci en tout cas aux 4 acteurs présents ici même, Éric Normand ou Marie-Lia Vidal. Vous avez l'impression de relater quelque part au travers de votre travail. On pourrait poser la question à ceux qui sont à la tête des entreprises ou en responsabilité que nous avons ici même. Vous avez l'impression de relater une époque particulière où finalement tout peut s'écrire, se réécrire, en tout cas un vrai changement de paradigme, un vrai changement d'époque, Éric?
Écoutez, moi qui ai connu d'autres départements dans d'autres journaux, je peux vous dire qu'ici en Béarn, on se réjouit d'avoir pas mal d'initiatives, pas mal d'énergie, si je puis dire, pour appréhender les années qui viennent. Donc c'est vrai que c'est toujours sympathique de traiter l'actualité par ici, et puis nos interlocuteurs ont montré qu'il ne manquait pas d'idées pour les années à venir. Marie-Lila. Effectivement, on a l'impression on sent qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et finalement, on voit que tout ce qui se passe à l'international se rejoue ici un petit peu en Béarn. Donc vraiment, c'est passionnant. Et il y a aussi une diversité des acteurs de l'énergie, du secteur de l'énergie, qui fait qu'on peut s'intéresser à beaucoup de choses. Et on aura sans doute encore beaucoup de choses à dire si on continue de se rencontrer sur ces sujets-là. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, ces sujets seront au cœur de beaucoup de réflexions, y compris dans ces fêtes de fin d'année. Ça va être amusant de constater à quel point, d'ailleurs, ces sujets autour de la préoccupation énergétique, de la sobriété ou autre, pourront même envahir les tables de réveillon, les tables de fête, parce que c'est un sujet concernant pour l'ensemble des populations, un point qu'on n'aurait sans doute pas imaginé ces derniers mois. Et sans doute que chacun aura à un moment donné une réflexion qu'on n'avait pas par le passé. À quelle heure est-ce qu'on éteint la guirlande du sapin? Cette réflexion, je vous la laisse pour les fêtes de fin d'année. Et en tout cas, ici, on sent bien qu'on est prêt à rallumer d'autres flammes, celle de l'inventivité, celle de la créativité, celle de la capacité à avancer ensemble pour construire ce que sera l'autonomie énergétique de demain, ou en tout cas la capacité à créer de l'énergie pour continuer à avancer ensemble dans ces territoires comme dans les autres. Merci à vous toutes et à vous tous. Et vous retrouvez toutes ces interviews de l'ensemble des participants dans les colonnes de La République, de l'Éclair, de Sud-Ouest, que dis-je dans les colonnes, dans les pages également web sur lesquelles vous pouvez suivre à volonté et revoir à volonté cette conférence, ce qui est la précédente. Merci à vous toutes et à vous tous. À très bientôt.